On démarre tout de suite avec nos amis de la Drôme. Vraiment plaisir. Un grand merci de venir jusqu'à nous. Effectivement, c'est un sujet important. On en parle beaucoup depuis quelques années de l'extension du loup en France, à tel point que même la présidente de la Commission européenne dernièrement a indiqué qu'elle trouvait qu'il y avait peut-être une population trop importante du loup en Europe. Et on imagine qu'elle parlait de quelques pays dont la France. La pauvre, en plus, elle a un poney qui a été mangé par un loup. Donc ça a peut-être un peu contribué à sa réflexion. Et vous, dernièrement, vous avez jeté un pavé dans la mare en disant que si on continuait comme ça, eh ben, il n'y aurait plus besoin de plans de chasse. En tout cas, peut-être vous pensiez à la Drôme, parce qu'en 2030, il n'y aurait plus de gibier, parce que le loup aura tout dévoré ou fait partir les animaux. On va essayer de comprendre déjà un peu plus. Vous aviez réalisé un petit clip qui a été diffusé lors de votre assemblée générale en avril. On va voir la première partie, on verra la seconde partie après, mais vous allez voir, c'est impressionnant l'impact du loup dans votre région. L'histoire du loup dans la Drôme, c'est celle d'une catastrophe cynégétique et écologique en cours, malgré tous les efforts de gestion des chasseurs. Elle a débuté par le mouflon. On passe de 322 attributions en 1998 à 0 en 2015, espèce éradiquée du département. Pour les chevreuils, plan de chasse en baisse de 30 à 40% dans les communes où le loup est durablement installé. Pour les chamois, plan de chasse en baisse de 39% sur le département, il est à 0 sur certains massifs. Pour les cerfs, population en baisse de 20 à 30% sur les massifs où des meutes sont installées depuis au moins 10 ans. Pour les sangliers, population en baisse, prélèvement à moins 30% sur la saison, chute de 12 000 à 8 500 réalisations en un an seulement. En plus d'une prédation démentielle, le loup crée un stress qui impacte le gibier. Les animaux se nourrissent moins bien et se reproduisent donc moins bien. Avec le loup, aujourd'hui présent sur 90% du département, l'histoire du loup dans la Drôme concerne désormais tous les chasseurs. Et dans les communes où il vient de s'installer, les conséquences sur le gibier seront les mêmes. Par ailleurs, côté dégâts de gibier, la présence du loup perturbe les animaux. Elle entraîne des déplacements, des rassemblements ou des dispersions d'animaux qui génèrent une multitude de dégâts. Quelle vidéo, on était vraiment très impressionnés et aussi surpris par les chiffres. Donc c'est vous qui l'avez réalisé, hein, c'est la FDC 26. Absolument, oui. C'est vraiment assez incroyable et surprenant, étonnant, notamment sur les chiffres. Hein, 250 loups dans la Drôme, c'est un chiffre officiel, c'est énorme, on ne pensait pas forcément autant. Et alors, j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de la motion loup, ce que vous appelez la motion loup, donc qui a été votée à l'unanimité dans votre FDC. Dites-nous ce que c'est et ce que ça va engendrer. Alors, la motion loup est directement liée à ce qu'on vient de voir, le triste constat de la prédation dans notre département depuis plus de 20 ans. Tout à l'heure, Mallory vous expliquera. On a l'impression que c'est un film fiction et nos téléspectateurs, il faut bien se rendre compte, c'est la réalité. C'est-à-dire que le ton, bien évidemment, on se dit mais c'est dingue, c'est ce qui va arriver. Non, non, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ça, c'est vraiment quelque chose. C'est complètement aujourd'hui. Aujourd'hui, on est même d'accord avec l'OFP départemental, local. Hein. On a des comptages, on a des estimations. On a un nombre de meutes qui est de 30, 31, maintenant 32 meutes dans le département de la Drôme. 200 à 250 individus avant naissance. Je dis bien avant naissance. Et donc, c'est ce qui nous a conduit à faire cette demande. On a voulu choquer. On a voulu aller devant les services de l'État, devant l'OFP, de leur dire stop. On ne peut plus continuer comme ça. Il faut qu'on obtienne une régulation de cette espèce. On n'est pas contre le loup. Depuis toujours, nous, on ne prône pas l'éradication du loup. Simplement, on veut obtenir une juste gestion de cette espèce, comme toutes les espèces animales. Il faut qu'on arrive à réguler le loup. Un département comme le nôtre ne peut pas
avoir 250 loups. C'est pas possible. Nos éleveurs vont mourir. Actuellement, il y a un élevage tous les mois qui disparaît en Drôme. Quel est le chiffre à peu près maximum de loups au total que le département peut supporter, entre guillemets? Alors, cette motion, on a voulu justement obtenir donc, des services de l'État, la sortie de la Convention de Berne et l'autorisation. On a voulu se présenter comme un département pilote. On a dit, puisque vous ne pouvez pas le faire au niveau national, essayons de faire un essai chez nous en Drôme, puisqu'on est un très gros département très impacté, et voyons voir. Nous, on estime entre 50 et 60 loups. C'est possible pour les éleveurs, c'est possible pour les bergers, tout le monde peut travailler décemment, nous on peut chasser correctement et notre faune peut le supporter. Mais au-delà de ça, c'est pas possible. Donc on a demandé la régulation pour cette année de 100 loups, pour faire baisser, et déjà de faire une étude la première année, et après essayer d'obtenir sur la deuxième année ce chiffre cible de 50 à 60 loups sur le département, qui nous semble être le bon chiffre en corrélation et en coordination avec nos agriculteurs et nos éleveurs. Mallory, donc vous travaillez à la Fédération pour le suivi du loup. On l'appelle Madame Loup dans le département de Drôme. Madame Loup, c'est ça. Qui ne mord pas, et qui chasse d'ailleurs. Oui. Donc, expliquez un peu le travail qui a été mis en place depuis de nombreuses années pour déjà estimer, comprendre la population de loups et tout ce que vous avez mis en place. On va parler par exemple de ce qu'on appelle les hurlements, afin de dénombrer la présence du loup dans le département où ils sont situés et essayer de mutualiser ces chiffres avec l'OFB, voire au niveau national, pour donner une vision de la réalité. C'est ça en fait ce que vous avez souhaité faire. Ce qu'on a essayé de faire, c'est que dès que le loup est arrivé, il y a eu une multitude de questions. Qu'est-ce qui allait se passer? Est-ce que nos populations de faune sauvage allaient diminuer ou autre? On n'avait pas forcément les éléments de réponse. Donc le monde de la chasse a intégré automatiquement le réseau national de l'Office français de la biodiversité, donc le réseau Loup-Lynx, de façon à pouvoir être formé, savoir comment on reconnaît une prédation sur une proie sauvage, puisqu'on n'intervient que sur les proies sauvages. Quels sont les indices de présence à récolter? Et avant que les pièges photos se développent, dans les années 2015-2020, on avait tout ce qui était suivi vernal, donc sur des circuits qui étaient enneigés. Donc c'est ce qui nous permettait d'avoir ce chiffre minimum de loups présents sur des secteurs, voire sur un département ou autre. Et puis après, tout doucement, s'est mis en place les hurlements provoqués en été. Parce qu'une fois qu'on avait la... Peut-être que vous pouvez expliquer pour nos téléspectateurs ces hurlements. J'imagine que c'est pas vous qui hurlez. Si. On aimait parfaitement bien l'hurlement de loup. Et alors, si en plus vous avez une femme au milieu, on imite la louve parfaitement. Non, c'est-à-dire que après c'est un faisceau d'indices quand au moment de l'hiver et puis tout le reste de l'année, on sait qu'il y a une meute présente sur un secteur. On a besoin de savoir si cette meute elle se reproduit ou pas. Et donc la seule méthode actuelle et qui est validée par l'OFB et qui fonctionne, c'est ce qu'on appelle les hurlements provoqués. C'est-à-dire qu'on choisit des points d'écoute et des points d'émission sur lesquels il y a des groupes de 3-4 personnes. C'est très chronométré, on a la minute près, le protocole commence à 21h15, vous hurlez 30 secondes. Alors vous hurlez, j'imagine, grâce à... Non, oui, c'est notre voix dans un cône de chantier, et on hurle en décalé pour justement faire l'effet meute et puis un petit peu cacher les vibrations des voix. Vous hurlez 30 secondes, vous attendez quasiment 3 minutes. Vous re-hurlez 30 secondes, vous attendez encore 3 minutes, puis 30 secondes. Après, il y a un temps de 20 minutes où on reste dans le calme, on écoute. Voilà. Ça, c'est s'il n'y a pas de réponse. Par contre, s'il y a une réponse, ce qui est le cas, donc quand il y a une réponse que d'adultes, on continue le séquençage. Quand il y a une réponse d'adultes et de louveteaux, le protocole s'arrête. C'est le protocole qui a été mis en place. Par l'OFB, ouais. Ce qui prouve que, on s'en doute, mais que le loup est extrêmement grégaire, parce que s'il est capable de répondre rapidement... Il répond très très facilement. Nul n'est besoin d'être un grand imitateur. Vous hurlez, comme on sait tous hurler comme les loups, pour plaisanter, ça marche très bien. Et ils répondent systématiquement. S'ils sont à portée de voix... Mais ils peuvent aussi ne pas répondre. Ça peut arriver. Ça arrive, il y a eu des cas où ça a été filmé, où la louve a dit on n'hurle pas avec les louveteaux. Donc une non-réponse ne veut pas dire pas de loup et ne veut pas dire pas de reproduction. Voilà. Par contre, une réponse, on fait bien la différence entre des adultes isolés et des adultes avec des jeunes. Il n'y a pas de problème. On ne confond pas un adulte et un jeune. Le loup adulte hurle comme nous, comme on vient d'hurler, et les jeunes, c'est un peu comme les chiots dans les chenilles. Ça gazouille, ça crie dans tous les sens, c'est très désordonné. C'est très difficile à savoir le nombre de jeunes qu'il y a, par contre. Savoir s'il y a 3 louveteaux, 4, 5 louveteaux, c'est difficile. Ça, c'est très compliqué. Mais ce qu'on veut mettre en évidence, les hurlements provoqués mettent en évidence naissance. Dès l'instant qu'il y ait 2 années de présence permanente du loup sur un secteur et une naissance, vous attribuez une meute. Là, l'OFB
valide la meute. Alors on parlera peut-être après des validations, comment sont faites les validations de l'OFB. Après, au niveau départemental, ça ne pose aucun problème. Après, quand on passe dans les autres sphères, ça pose d'autres problèmes. On y reviendra. Justement, dans votre film, on comprend que le loup désormais a un impact énorme sur les populations de grande faune, en particulier le mouflon, qui est pour nous un département emblématique pour le mouflon, que vous en soyez arrivé à 0 prélèvement. Et vous nous indiquiez tout à l'heure que sur le sanglier, c'est une catastrophe aussi, quoi. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait pas mesuré nous-mêmes, qui sommes sur le terrain, et comme le dit fort bien Mallory, puisqu'elle est là depuis le début à la fédération et qu'elle s'occupe de cet animal-là, on ne s'était pas rendu compte jusqu'à où ça pouvait aller. Alors il a attaqué d'abord le mouflon, comme on voyait tout à l'heure, 322 prélèvements, ça veut dire qu'on avait 1000 mouflons avant chasse. On en prélevait 300 parce qu'on avait décidé de bloquer l'expansion de cette espèce qui venait en concurrence avec les bergers, les troupeaux. Il y avait trop de mouflons sur le département, donc on avait dit on en prélève 300. On en a 1000 avant chasse, 300, l'année d'après on en a 1000 encore, et ça fonctionnait très bien, ça a fonctionné pendant 20 ans, jusqu'au jour où le loup est arrivé. Et la première prédation du loup s'est orientée sur le mouflon. Pourquoi vous pensez, quelle explication vous fournissez à ça? Parce que c'est facile. La prédation sur le mouflon, oui, c'est l'espèce la plus facile. Il y a une grande visibilité. Oui, et puis c'est une bête qui s'arrête très facilement quand elle est coursée. En plus, en hiver, dès qu'il y a un petit peu de neige, il a des petites pattes, il n'a pas des gros sabots, donc il s'enfonce très facilement. Le loup, lui, qui porte beaucoup plus avec des pattes de 8 cm, prédate très facilement le mouflon. Donc d'abord mouflon, et on le voyait dans la vidéo, et aussi cerf, chevreuil. Et le loup est arrivé en 2018, 2020, 2022, il a été reconnu... 98, pardon. 2001, 2002, reconnu par l'OFB. 2018, le premier plan de chasse qu'on a fait, 0 mouflon dans le département de la Drôme, plus d'attribution. En 15 ans, il n'y avait plus un mouflon dans le département. C'est le mouflon d'abord qui a trinqué, puis il y a eu un report de prédation sur le chevreuil, le chamois, et après quand le loup est constitué en meute avec des meutes un peu plus importantes, on a la prédation sur le cerf. Mais dès le départ, on a quand même vu toutes les espèces touchées, mais on le constate sur le nombre de proies qu'on retrouve. Au début, quand j'allais sur les autopsies de proies qui nous étaient signalées, on trouvait 20-30 mouflons, et puis après on a vu justement passer le chevreuil, jusqu'à les gros hivers, les grosses meutes, où là on a trouvé une vingtaine de cerfs sur quelques semaines, quoi. Avec un phénomène dont on parle peu quand il s'agit du loup, c'est que la présence du loup elle-même produit un stress gigantesque sur la faune sauvage, c'est-à-dire en termes de déplacement, en termes de reproduction, c'est-à-dire que l'impact même de la présence du loup, et on a assez peu de mal à comprendre, on voit bien qu'un poulailler, s'il y a des renards qui rôdent et tout, ça a un impact sur la production des œufs ou même sur le stress des oiseaux. Là, c'est exactement pareil, ça veut dire que vous avez constaté... Bien sûr. On a beaucoup moins de femelles qui reproduisent, notamment au niveau des biches. On voit beaucoup de biches adultes qui n'ont pas de petits, soit qu'il a été croqué, soit qu'elle s'est mal reproduite, soit qu'elle a avorté. Beaucoup d'avortements, et une chute de natalité. Et vous parliez du brame aussi tout à l'heure. Le brame a énormément changé, les cerfs brament en bougeant. Parce qu'ils ont ils brament de moins en moins, voilà. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'en bramant, ils attiraient le loup. Ils sont pas... la faune s'est habituée, c'est acclimaté, on va dire. Et il y a eu ce décalage de prédation au fur et à mesure que les animaux se sont décalés. Mais sur le cerf, c'est symptomatique, et sur le brame, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. Les animaux brament de moins en moins longtemps, et ils se déplacent. Ils ne brament plus sur des zones de brame où il ne bougeait pas. Un cerf restait une nuit à bramer. Son endroit, il défendait sa place de brame. On les connaissait, toutes les places de brame, on les connaissait, on les observait depuis des décennies. Et là, maintenant, il bouge sans arrêt. Il se déplace, il est courant qu'il se déplace de centaines et des centaines de mètres en bramant. Il pousse un coup de gueule, et puis il se déplace de 100 mètres, il se déplace de 200 mètres, ainsi de suite. Parce que c'est une façon pour lui de se protéger aussi, quoi. On suit nos populations en indice nocturne depuis plus de 23 ans maintenant, sur la partie montagne et autres. On a vu la baisse de nos populations de grand gibier, mais on a vu aussi le déplacement. C'est-à-dire qu'avant, on les voyait souvent en fond de forêt, en périphérie, tout ça. Là, ils sont beaucoup plus proches des habitations. Pour le cerf, on avait des rassemblements d'animaux. C'était pas compliqué de voir 80, 100 bêtes sortir dans un champ un soir. Là, maintenant, vous avez plutôt des petits groupes, 5, 6 individus qui sortent. Voilà. Et à l'inverse, chez le chevreuil, où ils sont plutôt d'habitude 1 ou 2
2 ou 3 chevreuils au moment de l'hiver, et bien là on a des rassemblements de 10-15 chevreuils. Donc on a un changement de comportement des animaux en présence du loup. Et quand vous sortez sur les périodes de concentration, donc normalement sorties d'hiver, là où ils ont besoin d'aller au gagnage pour manger, quand vous faites des sorties et que vous ne voyez rien, vous savez que le loup il est présent et vous ne tardez pas à le voir. Alors, ce qui est super inquiétant, c'est que là, on parle de la Drôme, mais il faut savoir que le loup, il est en expansion partout en France. Et malheureusement, il faut quand même imaginer, il faut que nos téléspectateurs le comprennent, ce qui est en train d'arriver chez vous peut arriver très rapidement dans plein d'autres départements en France. C'est déjà le cas sur tout le croissant alpin. On en parlait tout à l'heure. En fait, tous les départements, Savoie, Haute-Savoie, Isère, les chiffres sont quasiment les mêmes. Donc le loup est très présent. Jusqu'à la Méditerranée. Voilà, jusqu'à la Méditerranée. Et donc forcément, au bout d'un moment aussi... front de colonisation qui est en train de se produire. Aujourd'hui, les départements les plus impactés en France sont l'arc alpin, les Deux-Savoie, l'Isère, la Drôme, puis après on descend le 0,5, le 0,4, les Alpes-Maritimes, enfin partout, tout l'arc alpin. Mais maintenant, ça a sauté déjà dans les Pyrénées, ça a sauté dans Ardèche, ça a sauté un peu dans... je crois qu'il y a plus de 40 ou 50 départements français qui sont impactés par le loup. Plus ou moins, c'est des fronts de colonisation. Ça d'ailleurs, je voudrais y revenir dessus parce que nos collègues des autres fédérations qui sont en front de colonisation, où c'est juste le début, le loup, ils ne se rendent pas compte. Et on n'est pas toujours soutenu comme il faudrait. Parce qu'on a beau expliquer, vous savez, c'est toujours difficile d'expliquer tant qu'on n'est pas impacté soi-même dans tout, dans toute activité de la vie, on ne s'en rend pas compte. Et malheureusement, nous on tire la sonnette d'alarme, c'est une façon aussi, cette motion, de faire réagir les gens pour dire attention, ce qu'on vit aujourd'hui, nous, dans nos départements alpins, vous allez le subir. Parce que l'expansion continue, on le voit bien. En fait, pour vous, vous dites que c'est un peu illusoire aussi d'être, par exemple, dans un département ailleurs, je ne sais pas, par exemple, en périphérie de Paris ou plus au nord, et de dire, on voit qu'un loup de temps en temps. En fait, le loup, il est dans les Alpes, il n'est pas chez nous, ça ne nous concerne pas. Il viendra de partout. C'est une catastrophe écologique, il faut quand même le dire, à ce niveau-là. En tout cas. On parlait tout à l'heure de la prédation sur la faune domestique. Notre gros problème aujourd'hui, c'est la fermeture des milieux. Nos détracteurs nous critiquent toujours, mais c'est un gros problème, parce qu'au fur et à mesure qu'on ne pâture plus dans nos pâturages du Vercors, dans tous ces endroits-là, c'est des milieux qui se referment, qui deviennent favorables à toute autre espèce. Ça va à l'inverse de ce qu'on voudrait, quoi. Le loup est vraiment un perturbateur du système écologique. Vous êtes sorti du réseau national loup. Une des caractéristiques, en tout cas pourquoi vous avez souhaité le faire, c'est que vous n'êtes pas d'accord sur les chiffres qui sont communiqués au niveau national, c'est pour ça ? Absolument. Donc c'est un électrochoc à nouveau, quoi. En France. On arrive au sujet qui fâche là. C'est vraiment un électrochoc. Ce que disait Mallory, ça fait 23 ans, nous, dans la Drôme, on est accru tout de suite, on a compris qu'il fallait tout de suite aller vers cette espèce, voir un petit peu, parce qu'on se rendait bien compte qu'on risquait d'être dépassé rapidement. Donc on a commencé à travailler depuis le début sur cette espèce. Et on a bien vu que finalement, le temps nous a donné raison. Le gros problème, pendant des années, on a travaillé avec les services de l'État. On a collaboré. Mais quand je dis collaborer, c'est plus que collaborer. Parce que l'OFB, malheureusement, sur nos départements, à l'époque, ils étaient 15 ou 17, ils ne pouvaient pas travailler. Nous, on est 10 000 chasseurs ou 12 000 chasseurs dans le département de la Drôme, on est toujours sur le terrain, on voit ce qui se passe. Donc, on ramassait les crottes, on avait nos pièges photos grâce à la région Aura qui nous a subventionné, il faut dire les choses. On a actuellement 90 pièges photos qui travaillent sur le département en permanence, qu'on déplace en fonction de ce qu'on veut mettre en évidence. Et donc, si vous voulez, on a suivi l'expansion. On a donné tous nos chiffres, tous nos indices, on a travaillé avec eux, on a fait nos cartes et on s'est rendu compte au fur et à mesure des années de cette érosion. On a amené des données qui étaient prises en compte au niveau local, départemental, on n'avait aucun souci. Dès que ça montait au régional, ça commençait à être dilué. Et alors quand ça arrivait au national, c'était une grande émuleuse. Il n'y avait plus rien qui apparaissait ou pas grand-chose. Je vais vous raconter quand même l'histoire qui s'est passée encore il y a 3 mois. Il y a 3 mois, on a fait une réunion en fédération avec les services de l'EFB local pour faire une carte du département de la Drôme et valider le nombre de meutes. Nous, on en connaissait 29 à 30. On était sûr des 29 à 30, on a les pièges photos, on a les louveteaux qui sont nés, on a tout ce qu'il faut. On les a validés avec les services de l'État. Eux-mêmes nous en ont ramené 2 de plus. On est arrivé à 31 meutes, qui sont passés à 33 aujourd'hui. Le jour où je vous parle, on en a 33 dans le département. Donc c'est parti à la région. Là, mystérieusement, parce que les données ne sont pas scientifiques. Il y a toujours une bonne raison de minimiser. De 31, on a dû descendre à 11 ou 12, je ne sais pas exactement. Oui, ça fait un gros gap quand même. C'est divisé par 2. Et quand ça arrive au national, quand vous voyez les chiffres cause, je dis bien, mettre l'OFB en évidence, on vous dit, l'année passée, on a même baissé cette année, puisqu'on était à 907 loups.
J'ai dit, c'est pas possible, on peut pas dire, il y en a 250 dans la Drôme, sur l'arc alpin, il y en a déjà au moins 1500. Comment on peut dire qu'il y en ait 900 sur toute la France? C'est pas possible, quoi. Là, on se fout vraiment de nous. Alors que pourtant, ces chiffres, Mallory, vous qui êtes purement technicienne et qui n'avez aucun intérêt politique à gonfler ou diminuer les chiffres, ils sont scientifiques, ce sont des observations, ils sont en plus validés avec l'OFB localement que vous faites. Donc, comment est-ce que, oserais-je demander, comment est-ce que vous expliquez un peu cet arrangement des chiffres dans les sphères un petit peu plus hautes? Moi, je peux donner une réponse purement technique. C'est qu'on voit déjà que nous, au niveau départemental, pour synthétiser toutes les informations qui nous remontent quotidiennement, moi, c'est bientôt 100% de mon temps de travail. Voilà. J'ai une info qui remonte, je demande d'avoir une photo, j'essaie de la récupérer, que ce soit pour un loup, pour une proie sauvage, pour un excrément. C'est déjà compliqué, nous, déjà, au sein de notre propre fédé, pour faire le point avec nos chasseurs. De là, vous pensez qu'on en a 4, faites-moi voir la photo, autre. Voilà, les dates, les jours, on essaye de regarder. Les directions, enfin, on essaie d'être sûr, de dire, voilà, quand là, il y a une meute et que là, il y en a une autre, c'est pas la même. Voilà. C'est déjà compliqué, nous. On a réussi à se mettre d'accord avec nos collègues de l'OFB Dromois en disant, voilà, moi j'ai les pièges photos là, toi tu en as là. Là j'ai telle meute, voilà la photo, la louve, elle a un pelage tellement atypique que c'est pas la même qui est celle que là. Et autres, les louveteaux ont le même pelage que la mère par chance. Voilà, on a pu identifier telle et telle meute. On se met d'accord entre nous, on essaie de faire remonter au niveau national. Moi, je pense qu'au niveau national, il y a tellement de données qui remontent qu'ils n'arrivent pas à digérer tout ça. Et qu'à un moment donné, techniquement, je ne dirais même pas que c'est volontaire. Je pense qu'ils n'ont pas le temps d'analyser tout ça. Donc, à un moment donné, ce qu'il faudrait, c'est peut-être faire confiance aux gens du réseau qui sont dans chaque département. Ça fait 20 ans qu'on est formés, ça fait 20 ans qu'on voit du loup, des proies sauvages, des excréments, on sait les reconnaître. Donc, on demande à ce qu'ils nous fassent confiance et on fait remonter ces infos-là, au moins au niveau du département. Et puis après, voilà. Et ça ne devrait plus être questionné une fois que c'est remonté, parce qu'il y a la rigueur du travail derrière. Voilà. Si moi, depuis 20 ans, je suis formé, je vois un loup demain, je n'ai pas le temps de le prendre en photo, l'info n'est pas forcément reconnue. Alors sachez quand même que le président du Sénat, c'est quand même la deuxième personne de l'État, il y a quelques mois dans le Chasseur français, disait que les chiffres du loup sont complètement minorés et lui-même disait, écoutez, on se trompe complètement sur le loup. Il ne faut pas oublier non plus que le plan loup, ça coûte 100 millions d'euros par an. Bien sûr. Donc à une période où on essaie de chercher des économies. En dédommagement et tout ça. Exactement, c'est colossal. Cet argent-là, ça part dans les protections, les indemnisations des bêtes tuées, les subventions pour les chiens de surveillance, les patous, les bergers d'Anatolie, les filets. Quand les estivs sont en montagne, on amène quand même les croquettes des chiens par hélicoptère pour aller les nourrir. Enfin, c'est difficile de comprendre comment un État peut mettre autant d'argent sur un animal comme ça, qui ne pose que des problèmes à tout le monde finalement. Parce qu'on n'est pas les seuls impactés, les chasseurs, c'est ça que je dis toujours. Les éleveurs d'abord, bien évidemment, eux c'est leur gagne-pain, et c'est une catastrophe pour le monde de l'élevage et le pastoralisme. Surtout dans nos pays, dans nos arrière-pays, où on a des petits élevages qui sont déjà fragiles, et on leur demande d'avoir les chiens, déjà des conditions difficiles, un chien de protection par tous les ans brebis, un berger, des parcs de nuit, enfin on leur met des contraintes pas possibles. Ces gens-là sont là pour élever des brebis, pas pour élever des chiens de protection. Hein. Et on a faussé ce truc-là et ça coûte une fortune. Quoi. Alors moi j'ai une réponse un petit peu différente de celle de Mallory, qui était une réponse technique. Il nous faut les deux. Non, moi je dis que quelque part c'est une vraie volonté politique de minimiser ces chiffres. Je pense intimement que Mallory a raison, l'OFB local, elle fait bien remonter les bonnes informations. Au niveau régional, ils ont les informations, ils connaissent l'espèce aussi bien que nous, ils font passer des chiffres après au national. Mais quand on arrive au national, là on arrive dans la politique. Et ce dossier du loup en France, le gros problème il est où ? Il est dans la politique, parce que c'est une gestion politicienne. Et quand vous gérez une espèce animale, politiquement, ça échappe à toute logique. Vous pouvez expliquer que les loups elles se reproduisent beaucoup plus, vous pouvez tout expliquer. Eux, ils ont peut-être des lobbying, il faut faire plaisir au monde de l'écologie. Il y a peut-être des deals. Moi, je me demande si même, vous allez dire que je fantasme un peu, peut-être, hein, je l'assume et je le prends que pour moi. Mais moi, je suis intimement persuadé qu'en lieu, il y a eu des deals politiques. Et qu'à un moment donné, on dit, toi, tu vas nous lâcher les glyphosates, tu vas nous foutre la paix sur les glyphosates, et on va te foutre la paix sur le loup. Il y a quelque chose, parce que c'est pas possible, ça échappe à toute logique. Donc, alors, voilà qu'est-ce que vous recommandez? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est-à-dire une gestion adaptative, par exemple, pour le loup? C'est ce qu'on a demandé sur notre motion. Hein. On a visé un chiffre clé. On s'est dit, voilà, il ne faut plus arrêter de dire il faut qu'il y ait 500 loups en France, il faut qu'il y ait des 1000, 2000, 3000.
on s'en fout. Il faut vraiment qu'on travaille sur le plan départemental. Et sur le même plus fin. Comment on fait pour les plans de chasse? Les plans de chasse sont faits au niveau départemental, mais par zone. Et il faut qu'on étudie, on sait le nombre de loups qu'on a, il faut qu'on sache la capacité d'accueil de cet animal. Il ne faut pas qu'on éradique le loup. Et ça, c'est propre à chaque département? Ça peut être 60 dans la Drôme, 70 dans l'Isère et 40 ailleurs? J'en suis intimement persuadé. Donc un plan de chasse, tous les territoires par département. Absolument. Il faut qu'on se dise, voilà, le chiffre clé dans la Drôme, c'est quoi? En corrélation avec le monde de l'élevage, avec nous, avec les écologistes, avec tout le monde. On dit, ben voilà, on peut supporter 50, 60 loups dans le département. Et bien le reste, malheureusement, on appelle ça comme on veut, mais il faut les prélever. Et il faut qu'on arrive à une gestion adaptative de cette espèce, non pas au niveau national. Tuer 150 loups, 170 loups, ça ne veut rien dire. Il faut vraiment qu'on le fasse au niveau départemental et au niveau des territoires. Chaque territoire, comme vous le disiez, a sa capacité d'accueil. On en est intimement persuadé. Parce que les méthodes d'élevage ne sont pas les mêmes, le nombre de gibier présent n'est pas le même. Aujourd'hui, on a une telle invasion, les loups sont dans la plaine. Il faut bien que les gens, vos téléspectateurs, se rendent compte où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des loups sur la plaine de Valence. On a des attaques dans les quartiers de Valence, extérieurs, dans des hameaux quasiment comme dans la ville, tout près de la ville. Ils sont pris par les caméras de surveillance des magasins. On les prend dans les supermarchés, on les prend sur des parkings, on les prend au bord d'autoroute, on les prend de partout. Et comme ils ont une grande capacité d'adaptation, vous disiez, en fait, n'importe où, dans les plaines, dans les bois, le loup va se... Mais on a des loups dans la plaine, on se dit, mais où ils sont dans la journée? Ils doivent se mettre dans un caniveau, dans des roseaux, dans des haies, dans des bordures, parce que le soir, ils attaquent dans la ferme qui est à côté. Vous dites, et malheureusement, on va peut-être prendre conscience de tout ça le jour où il y aura un drame. Alors, Madame von der Leyen, j'espère ne pas abîmer son nom, est revenue là-dessus. Elle a bien dit, elle a bien en évidence que le nombre de meutes en Europe et le nombre de loups en Europe étaient plus compatibles et qu'on s'orientait vers un danger public. Et moi, je le prêche depuis un moment. Malheureusement, un jour ou l'autre, on a un problème. Mais bon, avant d'en arriver là, je pense qu'on est suffisamment intelligent et j'espère que l'État va réagir et qu'il va faire preuve aujourd'hui de s'engager sur ce dossier-là pour revoir le classement et revenir sur la Convention de Berne. Il faut à tout prix qu'on puisse réguler l'équilibre. On le redit, vous n'êtes pas anti-loup, vous n'êtes pas pour l'éradication. La biodiversité, il fait partie de la biodiversité et c'est intéressant de la voir, mais comme toute espèce, il faut le réguler. Je suis entièrement d'accord avec vous, bien sûr qu'il fait partie de la biodiversité, mais aujourd'hui, il faut voir que le nombre de loups qu'on a sur notre territoire va à l'inverse de ce qu'il faudrait, parce qu'il y en a trop, et c'est justement un animal qui pose problème parce qu'il va à l'encontre de ce qu'il devrait être, parce qu'il y en a trop. Et là, toutes ces fermetures de milieux qu'on va avoir, parce qu'on arrête de plus en plus d'exploitation et d'estives en montagne. Il y a des estives qui ne sont pas protégeables. Elles sont au milieu des bois, c'est des petites parcelles chez nous. Et le loup, il se régale. Bon, on vous souhaite bon courage, on reste en contact. On vous reverra peut-être, j'espère, d'ici 5-6 mois sur notre plateau pour débriefer tout ça et en espérant que vous obtenez satisfaction. Vraiment, on parler de la régulation. Voilà, non, mais honnêtement, on est tout cœur avec vous parce que souvent dans les médias, il y a un focus sur le loup et c'est pas présenté comme ça, comme un impact extrêmement négatif. Donc un grand merci. Vous connaissez le chemin maintenant des plateaux et peut-être d'ailleurs qu'on va retrouver, grâce à Captus, d'ici quelques années, dans nos carnets de chasse, un loup quelque part. On y arrivera. L'histoire du loup dans la Drôme, c'est celle de l'État qui refuse d'écouter la Fédération des chasseurs et qui minimise systématiquement la présence et l'impact du loup. La preuve en 3 exemples. Les services de l'État refusent de reconnaître les résultats d'une étude scientifique menée par la Fédération des chasseurs concernant les effets directs et indirects du loup sur la faune sauvage. Avant 2016, les services de l'État minimisent l'installation des meutes. Une pression d'observation mise en place par la Fédération amène l'État à revoir ses chiffres. Ainsi, entre 2016 et 2021, on passe soudainement de 5 à 21 meutes reconnues par l'État. Dans les monts du matin, la Raille et le Royan, un hurlement provoqué, organisé sur insistance de la Fédération avec les services de l'État, a permis de révéler la présence de 4 meutes, là où une seule était officiellement reconnue l'année précédente. Et depuis, l'État refuse d'organiser, comme réclamé par la Fédération, un hurlement provoqué simultané sur tout le département. L'histoire du loup dans la Drôme, ça pourrait bien être celle de la fin de la chasse au grand gibier. Démonstration à travers un calcul simple.
Les besoins alimentaires sont de 4,1 kg par jour pour un loup d'un poids moyen de 28 kg. Ainsi, chaque année, les 200 loups de la Drôme consomment l'équivalent de 5200 chevreuils, plus 1500 cerfs, plus 1800 chamois, plus 2000 sangliers. Et ces chiffres supposent que les proies sont entièrement consommées. Des chiffres supérieurs à tous ceux du plan de chasse global de la Drôme. À ce rythme-là, il n'y aura plus de plan de chasse en 2030. L'histoire du loup, ça pourrait bien être celle de la fin de la chasse dans la Drôme, si rien n'est fait.